de sa visite à New York, le président Ibrahim Boubacar Keïta a rencontré plusieurs partenaires au centre des entretiens, la relance de l'économie malienne. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le montant de deux conventions que signe la BNDA et l'Agence française de développement. Avec cette somme, la banque pourra financer à moyen et long terme les PME privées maliennes à taux préférentiel. Demain 27 septembre, on célèbre la Journée mondiale du tourisme. Le Mali la célèbre sous le thème « Le tourisme et l'eau, protéger notre futur ». Après une longue période de crise, l'heure est à la relance de l'activité touristique dans notre pays. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le monde entier reste mobilisé derrière le Mali. Au troisième jour de sa visite à New York, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré aujourd'hui plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux au centre des entretiens. La relance de l'économie malienne, durement frappée par la récente crise sécuritaire au nord du pays, IBK a aussi tenu à remercier de vive voix ses homologues qui ont fait l'honneur d'assister à sa cérémonie d'investiture le 19 septembre dernier. En spéciaux à New York, Boubacar Touré, Ibrahima Koulibaly. Carnet d'audience particulièrement chargé ce mercredi 25 septembre du président IBK ici à New York. Le chef de l'État a eu plusieurs rencontres bilatérales, notamment avec la délégation de l'Union européenne. Maliens et Européens ont ensemble dégagé quelques pistes pour une intervention rapide de l'Union européenne. C'était une très bonne réunion avec le président du Mali. Et vous savez que nous soutenons beaucoup tous les efforts du Mali pour le truc de l'État et la Constitution nationale. Le président Keïta a salué ses partenaires pour leur appui dans le cadre de la formation militaire. La contribution de l'Union européenne au Mali a permis une meilleure lecture de la situation politique au Mali, dira-t-il, avant de souhaiter la mise en œuvre rapide de l'appui au développement dans le cadre du 10e et du 11e FED. Le chef de l'État a promis à la délégation de l'Union européenne une meilleure utilisation de ces fonds. Au titre du 10e FED, il faudrait qu'il y ait là dans le pipe près de 583 millions d'euros, c'est pas peu. Et nous avons également vu ensemble pour le 11e FED, il y a une enveloppe d'environ 615 millions. C'est beaucoup de ressources. Évidemment, l'inquiétude européenne, la gestion de telles ressources, mais je n'ai aucune espèce d'inquiétude par rapport à ça. J'ai dit que j'ai confiance en mon équipe, je la sais à hauteur des missions. Chez le gouvernement est un homme de l'art, donc aucune inquiétude par rapport à ça. Ces ressources seront utilisées à souhait et sont bien résorbées. Il y a des chantiers qui vont être mis en œuvre, tout cela pour le confort des Maliens. Avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU au Sahel et avec le président de l'Assemblée générale de l'ONU, les entretiens ont porté sur les leçons à tirer de la crise politico-sécuritaire. Les deux parties ont convenu de la nécessité de jeter les bases d'une véritable refondation du Mali en prenant la mesure des causes profondes de cette crise et en s'y attaquant résolument. Et le président a eu le soutien ferme de l'institution onusienne. Je dis également notre reconnaissance aux Nations Unies pour ce qu'elles ont réussi à faire au Mali. La présidente nationale a été à nos côtés, elle est encore à nos côtés, il l'a dit avec force. J'ai souhaité qu'au-delà des problèmes politiques habituels, nous ayons une sorte de redémarrage massif de l'économie malienne. Je vois dans ce domaine comme dans tous les autres domaines, le soutien politique nous est acquis, le soutien économique nous sera acquis et nous serons accompagnés. Cette journée a été aussi ponctuée par plusieurs autres rondes informelles. Le chef de l'État tenait à remercier particulièrement ses homologues qui ont rehaussé par leur présence l'éclat de la cérémonie d'investiture, malgré quelques imperfections inhérentes à l'organisation d'une telle fête grandiose. Je voulais le féliciter pour la journée magnifique à laquelle j'ai assisté. C'est que c'était un jour de fête pour le peuple malien et nous étions très très heureux. C'était une journée de fête pour la démocratie, pour le peuple malien, pour la paix, pour la victoire contre le terrorisme, etc. Donc moi je suis rentré extrêmement satisfait de cette journée et j'ai dit au président de la Tunisie, d'un pays fraternel, que nous allons tout faire pour participer à la stabilité du Mali en envoyant des troupes dans le cadre de la MINUSMA et que nos hôpitaux sont ouverts, nos universités sont ouvertes et que alors nous avons pris 2 rendez-vous. Il viendra en Tunisie et il a promis qu'il m'emmènerait voir les manuscrits de Tombouctou.
Cette journée marathon s'est achevée autour d'un dîner offert par le vice-secrétaire général de l'ONU. Dîner élargi aux principaux acteurs et pays touchés par le phénomène d'insécurité dans la bande sahélo-saharienne. Une sorte de prélude à la réunion de haut niveau sur le Sahel tenue ce jeudi à New York. Et toujours concernant cette première sortie officielle du président de la République, retenez que c'est demain vendredi que le président Ibrahim Boubacar Keïta fera son premier grand oral en tant que chef de l'État du Mali. Mais avant, le Mali et la bande sahélo-saharienne, Boubacar Touré vient de le signaler, était au centre d'une réunion de haut niveau à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies. Le chef de l'État qui a pris part aux travaux a dévoilé la vision des autorités maliennes pour sécuriser et pacifier le Sahel. Le compte-rendu complet sur cette rencontre dans nos futures éditions. Ici, à Bamako, visite de courtoisie du Premier ministre à 3 institutions de la République. Oumar Tatamli s'est rendu à l'Assemblée nationale, à la Cour suprême et à la Cour constitutionnelle. Pour le chef du gouvernement, les institutions ont besoin les unes des autres pour réussir leur mission. Le compte-rendu de Amadou Sankaré. Sur les marches de l'Assemblée nationale ce jeudi, le Premier ministre Oumar Tatamli, le chef de gouvernement, est venu d'abord pour une visite de courtoisie et ensuite échanger avec les parlementaires sur la vie de leur institution, ce qui a permis au Premier ministre de comprendre davantage le rôle de l'hémicycle dans la consolidation de la démocratie. Autre institution visitée par le chef du gouvernement, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle. 2 structures qui ont joué un rôle important dans le processus électoral que vient de connaître notre pays. Pour l'ordre du jour, il était tout à fait normal de rendre visite à ces institutions. Le gouvernement a été nommé il y a peu. Il est important que pour un équilibre des institutions, pour leur bon fonctionnement, que le chef de gouvernement aille présenter ses hommages au président d'institution afin que les travaux que nous allons entreprendre soient accompagnés par ces institutions de la manière la plus efficace qui soit. La Constitution est un équilibre, elle met en relation des institutions qui sont diverses, qui ont chacune un mandat propre. Il est important qu'une grande complicité règne entre ces institutions dans le respect des mandats de chacun. C'est ce qui justifie cette visite de courtoisie. Le Premier ministre est attendu ce vendredi au Haut Conseil des collectivités et au Conseil économique, social et culturel, toujours dans le cadre de sa visite de courtoisie. Et après cette sortie, le Premier ministre a reçu des représentantes du réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. Elles sont venues réitérer au chef du gouvernement leur engagement à soutenir les autorités pour relever les défis du moment. Elles ont saisi l'opportunité pour soumettre à Oumar Tatamli leurs préoccupations. À la fin de la rencontre, Megassina Bamba, vice-présidente du réseau, s'est exprimée au micro d'Ibrahim Traoré. Depuis l'éclatement de la crise en début d'année 2012, jusqu'à la fin du processus des élections, les femmes du Mali se sont mobilisées comme une seule personne. Elles se sont engagées dans la recherche de solutions durables à la crise que nous avons connue. Et Dieu merci, je pense qu'elles ont pu apporter leur contribution. Et nous étions les interventions à un moment donné à Bamako, nous étions en train d'aller au bord du gouffre. Et par la suite, les élections se sont tenues. Là également, elles se sont levées toutes ensemble pour faire en sorte que ces élections se passent dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Et c'est là aussi, Dieu merci, elles ont pu l'obtenir. Et quand on regarde les résultats aujourd'hui de ces élections, il est prouvé, d'après les données du ministère de l'administration territoriale, que les femmes ont plus voté que les hommes. Donc ça veut dire que l'engagement citoyen au niveau des femmes ne souffre d'aucun mal. Et si après tout ça, on met en place un gouvernement constitué de 34 personnes et que sur les 34 personnes, il n'y a que 4 femmes, je pense que quelque part, il y a problème. Et je pense que c'est de ces questions-là que nous sommes venus discuter avec M. le Premier ministre, qui a été d'une grande ouverture d'esprit et qui a compris parfaitement les doléances que nous avons posées sur la table et qui est vraiment prêt donc, à tout faire pour que dans l'avenir, par rapport à tout ce qui reste à faire, que les femmes puissent en tout cas occuper les places qui sont les leurs désormais. À
Atelier de restitution et de plaidoyer sur la question relative aux droits de l'enfant à l'Assemblée nationale. L'initiative est de la COMAD en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann. Le compte-rendu de Alpha Mega. Les enfants, droits et devoirs, on ne cessera jamais d'en parler. Depuis l'accession du Mali à l'indépendance, les différents gouvernements ont inscrit dans leurs priorités les questions relatives aux droits des enfants. Et c'est dans cette optique que la coalition Mali pour les droits des enfants, COMAD et ses partenaires ont initié cet atelier d'échange. Un exercice dont l'objectif est de restituer les recommandations du Comité de Genève sur l'examen périodique universel et la Convention relative aux droits de l'enfant au Mali. Nous avons l'espoir qu'une meilleure compréhension et une plus grande perception par les honorables élus que nous sommes va permettre à notre pays de réaliser des avancées significatives en matière de promotion des droits humains en général et des droits des enfants en particulier. L'examen périodique universel et la Convention relative aux droits de l'enfant sont les thèmes qui sont présentés au cours des travaux qui vont durer 2 jours. La COMAD a fait son rôle, amené des plaidoyers envers le président de la République. Nous avons interpellé le Premier ministre chef du gouvernement, rappeler les obligations de soumettre ces rapports. Il est important aussi que nous réfléchissons très rapidement comment il faut élaborer ces rapports. Lancement d'une initiative de mobilisation de ressources internes des collectivités. C'est une initiative depuis 2002 qui bénéficie du soutien de la coopération suisse et du Haut Conseil des collectivités. Elle va permettre de mettre à la disposition des collectivités des outils performants susceptibles de générer des ressources financières. L'initiative, le compte-rendu de Brahma Traoré. D'un constat général, la mobilisation des ressources reste un défi pour les collectivités territoriales. Trouver une solution à cette préoccupation, c'est le nouveau combat du CRU 2002. Cette organisation de la société civile vient de lancer une nouvelle initiative dénommée Mobilisation des ressources internes des collectivités. Cette initiative s'inscrit donc dans la dite de gouvernement pour mobiliser nous-mêmes nos propres ressources internes pour aller à la rencontre des ressources externes attendues et trouver la symbiose qu'il faut ou la synthèse qu'il faut pour pouvoir progresser et éviter durablement la crise que nous avons connue. Tant que les citoyens ne comprendront pas le contenu des taxes qu'ils doivent payer, il est difficile de leur faire payer ces taxes. Donc nous pensons que nous allons faire porter ça par le Haut Conseil de collectivité et le gouvernement. Et nous allons continuer à payer à informer là-bas. C'est une initiative citoyenne à valeur d'exemple selon le Conseil général du Haut Conseil des collectivités. En effet, l'essentiel des ressources des collectivités provient des taxes et impôts. Leur non-recouvrement entraîne des déficits de financement des services sociaux de base, d'où toute l'importance de l'initiative du CRU 2002. Il est en effet impérieux de développer des stratégies efficaces pour relever le défi de la mobilisation des ressources financières propres aux collectivités territoriales. Il s'agit pour moi d'encourager cette initiative qui, j'en suis sûr, permettra à de nombreuses communes d'être capables de financer leurs actions au moins du bon parti. L'initiative du CRU 2002 est également encouragée par le Haut Conseil de collectivité. Selon le président de l'institution, sans ressources financières, point de développement local. À l'évidence, pour réussir, il faut disposer des moyens à la hauteur des enjeux et des défis. Or, le financement est indigent. Au demeurant, ce lancement participe de l'engagement des acteurs de développement pour une meilleure maîtrise des techniques de mobilisation des ressources internes aux fins de trouver des solutions à la demande sociale. Ce qui, du reste, contribue à consolider les bases de la décentralisation et de la démocratie. Le président du Haut Conseil des collectivités salue l'engagement constant du président du CRU 2002 et surtout ses efforts pour une décentralisation réussie au Mali. Anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Pour la circonstance, l'ambassadeur de Chine au Mali a offert un cocktail hier 25 septembre. Étaient présents à cette réception amicale les membres du gouvernement, les amis et sympathisants de la Chine et également notre reporter Mamour Sidibé. Ce 25 septembre a été l'occasion pour les amis de la Chine de se retrouver autour de l'ambassadeur pour célébrer ensemble le 64e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Pour la circonstance, l'ambassadeur de Chine au Mali a parlé de nouveaux changements intervenus en Chine tant à l'intérieur qu'à l'extérieur très récemment pour le développement rapide du pays.
Son Excellence Zhong Ming a salué l'effort consenti par les autorités maliennes dans la résolution de la crise que le pays a connue avant de faire un large tour d'horizon sur les réalisations faites par la Chine au Mali dans le cadre de l'amitié sino-malienne. La Chine est toujours à côté du Mali par bon ton comme par mauvais ton. Quelques exemples pour en témoigner. Dans le domaine de la sécurité, la Chine, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, soutient fermement la mise en application de la résolution 2085 et 2100. D'ailleurs, on a fourni un lot important de matériel logistique à l'armée malienne. Rappelons que la République populaire de Chine, le plus grand pays du monde après la Russie et le Canada, a été proclamée le 1er octobre 1949 par Mao Zedong du haut balcon de la cité interdite à Pékin. Plus de 4 milliards de francs CFA, c'est le montant de 2 conventions de crédit signées entre la BNDA et son partenaire, l'Agence française de développement. C'est une ligne de crédit qui permettra à la banque de financer à moyen et long terme les PME privées maliennes à taux préférentiel. Était présent à la signature le ministre délégué chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée et l'ambassadeur de France au Mali. Le compte rendu de Mohamed Touré. Dans le cadre de sa stratégie d'appui au développement du secteur privé au Mali, l'Agence française de développement AFD met en place une ligne de crédit en faveur de la Banque nationale pour le développement agricole BNDA afin d'accompagner cette banque dans le financement des investissements à moyen et long terme de petites et moyennes entreprises PME maliennes. La ligne de crédit porte sur un montant de plus de 3 milliards de francs CFA qui bénéficiera directement aux PME à travers des prêts à taux préférentiels. Là, c'est une ligne de crédit issue d'un vieux partenariat, parce que ce que propose finalement la France au Mali, c'est un produit à la fois sûr, issu d'une longue amitié entre deux institutions dont nous sommes réciproquement très fiers. Dans le contexte de sortie de crise que connaît actuellement le Mali, la relance de l'économie et de l'emploi constitue des priorités et le secteur bancaire joue un rôle clé dans la redynamisation du secteur privé. La convention de financement vise à encourager la reprise de l'activité économique post-crise et à soutenir la BNDA dans la mise en œuvre de son programme de développement à moyen terme et de diversification de ses activités pour la période 2013-2015. En effet, les PME constituent l'essentiel du tissu économique malien. Elles représentent un important potentiel de croissance et de création d'emplois. C'est la raison pour laquelle l'AFD apporte un appui important à ce secteur à travers cette ligne de crédit. Au-delà de cette ligne de crédit qu'on a agréée, on met en place, qu'on a des questions en une tranche rapidement. Il y a également la signature d'un avenant pour réallouer un reliquat de fonds disponibles d'1,3 milliard de CFA pour appuyer le développement du secteur de la microfinance. Ce financement permettra de renforcer la capacité financière de la BNDA et son potentiel d'octroi de prêts à moyen et long terme. Sur le secteur agricole, ce financement lui permettra d'accompagner la campagne agricole 2013-2014 en améliorant l'avenir et les conditions de vie des entreprises et des ouvriers agricoles grâce aux créations d'emplois en milieu rural. Les concours de la BNDA seront accordés aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises, à la fois agricoles, industrielles, artisanales et commerciales. Quand nous disons de taux préférentiels, c'est des taux qui vont se situer entre 7 et 9%. L'AFD est un partenaire historique de la BNDA qui bénéficie de plusieurs concours sous forme de subventions, lignes de crédit et garanties, entre autres. Journée internationale de l'alphabétisation célébrée aujourd'hui au Mali. L'alphabétisation, décentralisation et paix pour un développement durable, c'est le thème choisi. Le compte rendu de la cérémonie avec Mamadou Bagayogo. Au Mali, le taux d'alphabétisation des plus de 15 ans n'est que de 25%, pendant que 70% des adultes ne savent ni lire ni écrire. Et pourtant, le renouveau démocratique ne saurait être réalisé dans notre pays sans une éducation citoyenne qui passe nécessairement par une alphabétisation soutenue des personnes à la base en langue nationale. C'est pour cette raison que le thème retenu pour célébrer la journée internationale de l'alphabétisation est alphabétisation, décentralisation et paix pour un développement durable.
C'est à ce titre également que la ministre de l'Éducation nationale affirme que la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation le 8 septembre réconforte le Mali dans la promotion des langues nationales et le représentant de l'UNESCO au Mali abondé dans le même sens. Il est donc essentiel que les pays et organisations internationales et non gouvernementales qui accompagnent les efforts du Mali accroissent les financements pour l'alphabétisation. Cet engagement de l'UNESCO est salutaire vu la place des langues nationales dans le développement économique et social du pays. Le besoin d'utiliser les langues nationales comme outil indispensable de développement est exprimé de manière forte par différentes communautés et divers organismes du pays, que sont les collectivités territoriales, les organisations non gouvernementales, les entreprises, les institutions de la République, les partis politiques et les services administratifs. L'alphabétisation a en effet facilité le développement de certains projets ou compagnies comme la CMDT, l'OHVN et l'opération RI-Ségou. La Direction générale de la police nationale a reçu ce matin la visite du ministre de la Sécurité. Il s'agissait pour lui de faire passer le message concernant ses attentes. Pour ce faire, le général Sada Samake a donné des instructions fermes relatives au respect et à la discipline au sein de la police. Le compte rendu de Adama Kodjo. Le ministre Sada Samake est venu à la rencontre des hommes pour parler de discipline, du redressement de l'image de la police nationale dans un Mali nouveau. Pour ce faire, le général Sada Samake met l'accent sur la ponctualité des agents au service et le changement de comportement à l'endroit des usagers. La police est suffisamment sécurisée. L'image de la police aujourd'hui est terne. Il faut qu'on revienne comme par le passé. La discipline va être de rigueur, dans toute sa rigueur. On ne peut pas travailler, on ne peut rien obtenir dans le désordre. La discipline, c'est la base principale de tout ce que nous faisons. Le pays vient de loin, dit le ministre Samake. Désormais, chaque policier doit jouer le rôle qui est le sien pour la quiétude effective des populations. Et le message semble bien compris. Nous parlons aux hommes, nous sensibilisons nos hommes pour qu'ils aillent au changement. Et je vous assure que les cadres sont en train d'aller au changement. Beaucoup de sous-officiers, les hommes du terrain sont en train d'aller au changement. Pour les amener au changement, nous y allons doucement, avec le dos de la cuillère. Aucun manquement au devoir ne sera plus toléré, insiste le ministre. Il ne faut plus faire peur aux gens. C'est fini. Il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités. Dernièrement, ce sera comme ça. Ne soyez pas étonnés qu'en cas de défaillance, les sanctions tombent. On ne peut pas faire peur à l'État. Pour que vos conditions soient améliorées, il faudrait que vous donniez la preuve de votre engagement. Pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes, les agents ont demandé l'accompagnement du ministre pour la relecture du statut général des fonctionnaires de la police nationale. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique était lui à l'hôpital de Kati, prise de contact, échange avec le personnel de l'hôpital, transmission du message du gouvernement ont été les temps forts de cette sortie ministérielle, suivie par Fatoumata Kone. Manque de ressources humaines, problème d'assainissement, manque de formation du personnel, un bâtiment pour l'imagerie en construction inachevé depuis près d'une année, un autre bâtiment fini non équipé, entre autres. Tels sont les problèmes évoqués par le personnel de l'hôpital de Kati. Le ministre de la Santé déclare en avoir pris bonne note. Il y a des problèmes, nous allons examiner, ce n'est pas ici tout de suite qu'on peut résoudre ces problèmes. La plupart des problèmes, ce sont des problèmes de financement. Nous allons examiner en fonction des ressources disponibles et du temps de mise en œuvre possible pour que ce qu'on peut faire en 2013, on va le faire. Ce qu'on ne peut pas faire en 2013, on va le programmer pour 2014. D'une pierre deux coups, le ministre de la Santé a par la même occasion rencontré les accidentés de la route Bamako-Ita. Un accident survenu dans la nuit du mercredi ayant fait 7 morts et de nombreux blessés graves. Il transmet le message du gouvernement. Le message qu'on lance aux usagers, c'est un message constant. C'est la prudence. Le respect du code de la route, nous allons essayer de redynamiser cette commission-là pour qu'il y ait moins d'accidents. Troisième hôpital de référence dans la sous-région en matière de traumatologie. À l'hôpital de Kati, il y a au moins une trentaine de médecins, dont des médecins militaires. Et le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, qui est à Banjul, en Gambie,
Jean-Marie Idrissa Sangaré participe à la 12e réunion des ministres de la CEDEAO en charge des télécommunications et des types prévus demain dans la capitale gambienne. Cette réunion aura entre autres objectif d'informer les ministres sur le développement du secteur télécommunications TIC de la CEDEAO en mettant l'accent sur l'état de mise en œuvre du plan stratégique 2011-2015 de la CEDEAO pour le secteur. Première réunion du comité de pilotage des élections législatives, les faiblesses constatées lors de la dernière élection et les dispositions à prendre pour les corriger sont les points forts à l'ordre du jour. Compte rendu de Agali Agagissa. Cette première rencontre du comité de pilotage des élections législatives de 2013 planche sur les rapports d'évaluation des structures impliquées dans l'organisation de la présidentielle passée. Il s'agit pour les membres du comité de relever les insuffisances du processus électoral et proposer des solutions. Les faiblesses, je pense qu'il y a la question des ressources humaines. La question des ressources humaines qui naturellement nous renvoie un peu aux capacités des agents électoraux, les gestionnaires des opérations électorales au niveau des bureaux de vote. Donc il y a des insuffisances à ce niveau qu'il faut naturellement essayer de corriger. Mais il y a aussi des insuffisances également sur le plan logistique qui sont effectivement liées aussi aux moyens financiers également dont le ministère a disposé. Même s'il y a eu un effort financier vraiment notable pour ce processus de 2013. Le premier responsable du département mesure déjà la portée de la tâche. Les élections législatives, je considère qu'elles sont beaucoup plus compliquées que l'élection présidentielle et seront beaucoup plus difficiles que l'élection présidentielle. Ça veut dire que la tâche sera beaucoup plus compliquée et en termes d'enjeux, en termes de candidats à gérer, en termes de sources potentielles de conflits à anticiper, il faut multiplier tout ça par plusieurs dizaines. Donc ça veut dire que les efforts que nous avons fournis pour l'élection présidentielle, il faut que nous soyons prêts à multiplier ces efforts par plusieurs dizaines. Rappelons que ces échéances électorales devront se tenir au Mali les 25 novembre et 15 décembre prochains. Liste en réunion d'évaluation de l'élection présidentielle de 2013. Au cours des échanges, il sera question du bilan de la couverture médiatique du scrutin suivi des recommandations. Fademba Keita. Cette journée porte sur 3 recommandations. La première, animée par le directeur général de l'ORTM, s'intitule « Couverture de l'élection du président de la République par l'audiovisuel public, le cas de l'ORTM, bilan et recommandations ». Les deux autres font état de la même couverture par les radios privées et communautaires, cas de la radio Benkan et par la presse écrite. Elles sont développées respectivement par le secrétaire général de l'Union des radios et télévisions urbaines et par le directeur des réactions de l'agence de presse et de publicité AMAP. Qu'est-ce que nous avons fait pour l'ouverture de l'élection présidentielle? Qu'est-ce qui a marché? Quelles sont les leçons apprises? Quels sont les acquis? Et sur la base de ça, tirer des leçons. Qu'est-ce que l'on doit faire pour les prochaines consultations électorales en termes de renforcement des compétences, en termes d'amélioration des conditions de travail de manière générale, en termes d'équipement, en termes, comme on appelle ça, de matériel, et en termes d'implication des hommes de médias dans l'ensemble du processus. Pour les partenaires techniques, les médias ont une influence notoire dans l'organisation d'une élection. Les élections représentent un énorme défi pour les médias. Il est par conséquent impératif que vous maîtrisiez le cadre juridique des élections, ainsi que les rouages du processus électoral afin de garantir à vos reportages et autres sujets importants objectivité et crédibilité. Le département de tutelle reconnaît que le taux de participation atteint illustre les efforts déployés par les médias au cours de cette élection. Le résultat positif dont tout le monde parle, je pense que nous le devons, pour ma part, dans une large mesure justement, à la grande responsabilité qui a caractérisé vraiment la couverture médiatique. Le communiqué final et les recommandations issues des échanges doivent permettre aux participants de corriger les insuffisances constatées et de situer les rôles et les responsabilités des hommes de médias. Augmentation du taux de représentativité des femmes aux élections générales 2013-2014, c'est l'intitulé d'un tout nouveau projet de la FENACOF. Il vise à encourager les candidatures des femmes aux élections législatives et communales à venir. Le projet est financé à plus de 29 millions de francs CFA pour une durée de 12 mois par le programme d'appui aux organisations de la société civile. Moussa Fane. Pour une participation massive des femmes aux prochaines élections législatives et communales,
Un nouveau projet vient de voir le jour. Il s'agit du projet Augmentation du taux de représentativité des femmes aux élections générales 2013-2014. Il vise à accroître le nombre de candidatures féminines aux élections électorales prochaines. Le succès ne peut être obtenu que si les femmes sont associées à ces processus et leurs opinions prises en considération. Donc c'est cette situation synoptique déplorable qui a conduit la FENACOF à l'élaboration d'un plan d'action. L'une des activités inscrites dans ce plan d'action est de contribuer au renforcement du positionnement des femmes sur les listes de candidatures aux élections législatives et communales 2013-2014. Financé à plus de 29 millions de francs CFA, le projet Augmentation du taux de représentativité des femmes aux élections générales 2013-2014 entend rehausser l'implication dans le processus électoral au Mali. Les ministres de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant saluent l'initiative. La participation politique des femmes est une préoccupation majeure de mon département. Notre défi commun étant de multiplier les candidatures féminines et d'accroître le nombre de femmes élues. D'une durée de 12 mois, le projet concerne les partis politiques et les organisations de la société civile. Il couvre les 6 communes du district de Bamako et les communes de Kati et Sibi dans la région de Koulikoro. On célèbre demain la journée mondiale du tourisme. Le 27 septembre, le Mali la célèbre sous le thème « Le tourisme et l'eau, protéger notre futur », un thème qui met en relief la place et l'importance de l'eau dans le processus du développement durable. À l'occasion de cette cérémonie, le ministre de l'Artisanat et du Tourisme adresse un message ici à ses compatriotes. Berthe Aïssata Bengali, ses propos sont recueillis par Mohamed Diarra. Ce thème s'inscrit dans la droite ligne de l'année internationale de la coopération pour l'eau, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans le contexte de la décennie internationale pour l'action. L'eau, source de vie, 2005-2015. Il s'agit de mettre en relief la place et l'importance de la ressource eau dans le processus du développement durable, notamment pour l'intégrité de l'environnement, de la réduction de la faim et de la pauvreté. Essentiel et indispensable pour la santé et le bien-être de l'homme, l'eau demeure l'élément fondamental pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Secteur transversal. Le tourisme malien occupe de nos jours une place de choix dans l'économie nationale parce que source d'investissement et créateur de devises et d'emplois. Aussi, pour qui connaît l'importance de l'eau dans notre vie de tous les jours, le thème du tourisme et l'eau, protéger notre futur commun n'est pas fortuit. Est à la relance de l'activité touristique dans notre pays. Les différents acteurs impliqués entendent mener une vaste campagne de sensibilisation à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Pour savoir davantage sur le devenir du secteur touristique au Mali, suivez ce reportage de Mohamed Diarra. 2012 est reconnue comme une année cauchemardesque pour le secteur du tourisme. Cette situation est consécutive à la crise sécuritaire qui a frappé le pays ces dernières années. Dans ces heures-là, il y a un arrêt total de l'activité touristique. Il y a une direction totale de l'activité ainsi que de la destination Mali. 2012, le secteur de l'artisanat a été malheureusement impacté pendant l'année 2012. Tout le secteur a été ébranlé. Conséquence, le Mali est classé zone rouge ou dangereuse pour les touristes. Toute chose qui a occasionné des pertes estimées à plus de 50 milliards de francs CFA. Une situation qui a eu des conséquences néfastes sur le secteur de l'artisanat et de l'hôtellerie. Et certains n'ont eu d'autre solution que de mettre la clé sur le paillasson. Des milliers de personnes ont perdu leur emploi. Et la plupart des établissements ont carrément fermé la porte, d'autres ont mis la moitié du personnel en chômage technique. Dans le secteur, par exemple, du guidage, là, il n'y avait pas du tout d'emploi. Parce que pour guider quelqu'un, il faut que les étrangers viennent. Ce n'était pas facile. Hein? On a beaucoup aussi investi du côté des associés. Tout le monde a serré la ceinture
pour essayer de sauver surtout les emplois. Voilà. Donc c'était pas du tout facile, hein, et espérons de voir le bout du tunnel finalement. Aujourd'hui, le Mali retrouve la stabilité politique, mais celle-ci n'a pas encore produit d'effet bénéfique pour le secteur touristique. Comment alors relancer le tourisme malien après la crise? La question des esprits, mais les idées commencent à gerber. Si des villes comme Mopti ou la falaise de Bandiagara ou Djenné peuvent être considérées comme des zones aujourd'hui stables après l'intervention militaire, les élections, etc. Donc on doit pouvoir arriver à des accords pour permettre le retour des touristes chez nous au Mali. Nous devons, si nous sommes sûrs qu'il y a cette volonté politique de développer l'activité touristique, de relancer l'activité touristique à la faveur du retour de la paix et de la sécurité, en ce moment, nous devons faire en sorte que les différentes chancelleries puissent enlever le Mali de la liste rouge. Cette campagne d'information, l'OMATO l'a déjà entreprise. Nous sommes en train de faire des plaidoyers au niveau des différentes ambassades et consulats. Ça, c'est déjà au niveau ministériel. Au niveau de la direction technique que nous sommes en train de faire un plaidoyer avec les agences de voyage, avec tout ce qui est style universitaire. Nous souhaitons qu'il n'y ait ni rouge ni orange, mais une couleur verte. En attendant de voir les résultats de cette campagne, des alternatives ne manquent pas. Il s'agit d'adopter une nouvelle politique en matière de tourisme et l'hôtellerie. C'est vrai que le nord, c'est le poumon, c'est le triangle Mopti, Djenné, Pays Togon avec Tombouctou et Gao. Mais maintenant, nous sommes en train d'accélérer la diversification de l'offre touristique au niveau du centre, du sud et de l'ouest. Et c'est pour trouver des solutions pérennes à de tels problèmes que la Journée mondiale du tourisme a été instituée. En tout cas, pour la relance de l'activité touristique au Mali, chacun a sa stratégie. Il y a de bonnes perspectives parce que après Bruxelles, les plus de 15 000 pour le secteur de l'artisanat, tourisme et culture. Donc ce projet, nous on est en train de préparer un monde de 8 plaidoyers et nous devons avoir notre compte là-bas. Le défi est certes de taille, mais la solution passe par une conjugation des efforts à tous les niveaux, y compris celui des partenaires techniques et financiers. Hajj 3e Mali Maroc Mecque, c'est le nom du nouveau produit proposé par Sahel Voyage Mali à ses clients. Il s'agit pour l'agence de faire visiter aux pèlerins en transit au Maroc les sites touristiques et de culte du royaume chérifien. Mamour Sidibé. L'agence Sahel Voyage vient d'ajouter à son voyage pour le Hajj un autre produit dénommé Hajj 3M Mali Maroc Mecque. Le Hajj 3M consiste à faire visiter le royaume chérifien aux pèlerins maliens pendant leur séjour dans ces pays en transit pour la Mecque. Les pèlerins quittent le Mali et ils sont en transit au Maroc, donc profitant du temps de transit, donc il dure plus de 15 heures pour faire la prière dans la grande mosquée Hassan II, pour faire une excursion dans la ville sainte de Meknès, continuer sur Fès à 60 km de Meknès et retourner et reprendre le vol pour continuer sur la Mecque. Les ministres présents à la cérémonie ont salué l'initiative de Sahel Voyage qui est un moyen sûr d'intégration et de renforcement de l'entente entre les membres de la Oumma islamique. L'initiative comme telle, je me dis, elle est fantastique. C'est certainement des idées novatrices pareilles dont on a besoin et qui est l'expression, je ne sais pas si c'est du tourisme ou de la religion, en tout cas de cette multifonctionnalité qui donne une lecture autre que confinée dans le spirituel de la religion. L'agence Sahel Voyage n'est pas à sa première expérience. Tous les pèlerins maliens de la filière gouvernementale sont à Médine pour un séjour de 8 jours pour chacun des 3 groupes. Le pas pour la Mecque pour les 3 groupes est prévu respectivement pour les 1er, 2 et 3 octobre prochain. Mais en attendant, 2 pèlerins de la filière gouvernementale nous parlent de leurs conditions de vie à Médine. Envoyés spéciaux, Nyanza Koulibaly, Abdraman Keita, Brahima Touré. Fortement recommandé aux musulmans par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le séjour à Médine est jugé incontournable pour les pèlerins maliens, même s'il ne fait pas partie réellement des rituels du pèlerinage. Ainsi, au-delà des prières dans la sainte mosquée du prophète, ce séjour est aussi consacré à des ziyaras et autres visites
des sites historiques de la religion musulmane, ce qui en fait dans la pratique la première étape du pèlerinage avec une forte affluence des pèlerins du monde entier. Une étape décisive également pour les problèmes d'intendance. Quand nous sommes arrivés, nous avons fait la longue queue d'attente au niveau des formalités de police. Bon, ça s'est assez passé correctement. On est arrivé, on nous a acheminé à l'hôtel et c'est là qu'il y a eu un problème parce que les chambres qui nous avaient été données au départ de Bamako ont été complètement bouleversées ici parce que je crois qu'il y a eu un problème logistique. Mais quand même, les randonneurs se sont investis et finalement, au bout de 2 heures, tout le monde était casé quelque part quand même. Le deuxième aspect, c'était maintenant le problème de nourriture. Comme tout premier jour, c'est un peu compliqué. Le temps qu'ils s'organisent, qu'ils sachent où on est, je crois qu'il y a eu un petit problème de nourriture à ce niveau. Mais ils nous ont promis qu'ils vont faire l'essentiel pour que tous les efforts pour qu'on puisse régler ça le plus rapidement que possible. Je suis à mon deuxième voyage, l'an passé, cette année. Des efforts notables ont été faits depuis la maison du Hadj jusqu'à Médine ici. Nous sommes bien logés à l'hôtel. Cependant, il y a un certain nombre d'éléments à améliorer de l'appareil du gouvernement, mais surtout des organisateurs. Le premier, c'est le contrôle physique des personnes qui doivent venir au Hajj en termes d'handicapés, visuels surtout, mais d'handicapés physiques parce qu'il y a beaucoup de vieilles personnes qui ne sont pas accompagnées et qui, pour monter au premier et au deuxième étage, déjà, ça c'est plus de 3 fois. Ça, c'était pas normal. Deuxième élément encore, on constate que malgré les listes et autres, à l'arrivée, il y a des problèmes pour retrouver la gare. Surtout les 3/4 des pèlerins maliens sont des analphabètes, ce qui pose un problème de stabilité et on passe une demi-journée avant d'être prêt pour commencer le travail. Et troisième élément, je pense que le repas nécessite une amélioration notable. On comprend alors que le séjour des pèlerins maliens à Médine soit également un test pour toutes les commissions d'organisation du Hajj. Séjour à tous nos pèlerins, signature de convention entre l'Université et l'Institut culturel Corée de Ségou dans le cadre de la promotion culturelle. La signature de cette convention a regroupé les responsables de l'Institut, les autorités de l'université et les acteurs de la culture au théâtre Corée de Ségou. Fousseni Samaki. Cette convention entre le Centre culturel Corée et l'Université de Ségou vise à définir un cadre de coopération culturelle entre ces deux institutions abritant dans la capitale des Balanzans. Ainsi, au cours de ces 5 ans de partenariat, les deux institutions devraient échanger leur expérience en arts et métiers à travers les manifestations culturelles, séminaires, colloques, conférences, etc. Cette convention, en plus de l'agrandissement de nos bibliothèques respectives par la mise à disposition d'ouvrages spécialisés de publication, permet de jeter définitivement un pont entre le secteur privé et public d'une part, mais aussi entre l'université et nos traditions. Nous allons travailler avec les experts, les chercheurs de l'université de Ségou, et ça va nous permettre de valider nos concepts, de travailler ensemble pour des manifestations culturelles scientifiques, pour faire Ségou un pôle d'excellence culturelle et scientifique. Cette façon de partenariat vise les objectifs suivants: l'échange et le partage d'expériences, l'animation de conférences pour l'université par les formateurs de l'Institut des arts et des métiers ICAM du Centre culturel Corée, promotion et visibilité des deux structures. L'Institut culturel Corée, comme l'Université de Ségou, vise ainsi le perfectionnement des artistes et acteurs culturels dans les arts de façon qualitative à travers un enseignement de l'art basé sur les pratiques et expériences réussies. Le GIE Kunkan vient de décerner des distinctions honorifiques à certains Chada et à l'ORTM pour leur implication dans la résolution de la crise malienne. La cérémonie qui s'est déroulée hier était présidée par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Alpha Mega. Le Chiwara est une récompense qui couronne l'effort d'une personne, sa bravoure, son courage, son abnégation. Et c'est dans ce cadre que l'ONG Gitumu Kunkan a initié cette cérémonie. Une cérémonie dont l'objectif est d'offrir des distinctions honorifiques. Cela à des personnalités et structures qui ont œuvré dans la gestion de la crise malienne. Parmi ces personnalités, les chefs d'État de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin
du Tchad, de la France, entre autres. À ceci s'ajoute l'ORTM pour le succès de l'armée malienne transformée en exploit et dont les images ont été diffusées par la structure. Les personnalités dont il est aujourd'hui question ont prouvé leur engagement et leur solidarité envers notre peuple, avec la volonté ferme de l'accompagner au prix du sacrifice ultime. Les organisateurs ont saisi l'occasion de présenter à l'Assemblée les mystiques du Djoumou à travers une exposition photographique. La Fédération malienne de football organisera les 7 et 8 octobre à Mopti son assemblée générale, initialement prévue les 5 et 6 octobre. Cette session a été repoussée en raison de la demi-finale de la Coupe de la Confédération Stade malien Tout-Puissant Mazembe. 3 listes de candidatures sont en course pour le renouvellement du bureau de la FEMAFOOT. Il s'agit de celle de Amadoun Kolado Sissé, de Boukari Sidibé et de Boubacar Diarra. Pour plus de précision, écoutons le secrétaire général Boubacar Cham au micro de Khalifa Traoré. Nous avons reçu la notification de la programmation des demi-finales de la CAF. Et là, ils ont mis le match du stade le 6. Donc, ce qui nous a mené à revoir ça à la demande du stade. Donc, dans un premier temps, on avait envisagé de faire ça avant le match. Mais les dirigeants du stade ont estimé que bon, ça ne leur permettait pas d'avoir la concentration nécessaire. Et ils ont donc demandé à ce qu'on le fasse après le match. Donc, pour le moment, en tout cas, nous avons marqué, au niveau de la fédération, en tout cas, on a marqué l'accord pour que donc l'Assemblée générale se tienne après le match, c'est-à-dire le lundi et le mardi, c'est-à-dire le 7 et 8, 7 et le 8 octobre à Mopti. Nous, on fait cette date. Les bases de poule ne vont pas commencer. Donc, il est impossible de savoir que les demi-finales allaient tomber sur les 5 et 6 octobre. Vous savez qu'il y a une commission électorale, donc il y a des électeurs qui sont connus, c'est-à-dire ce sont les ligues, ce sont les clubs de Ligue 1, ce sont les champions régionaux et des groupements et certains groupements. Donc ça ce sont les électeurs. Donc les trois listes vont être présentées à ces électeurs et il y aura une élection à bulletin secret. Et si personne n'a la majorité absolue au premier tour, il va y avoir un deuxième tour, jusqu'à ce que un ait la majorité absolue, c'est-à-dire 50% des voix plus une. Sous quel signe vous allez placer cette Assemblée générale? Bon, j'avoue sous le signe de l'inquiétude, parce que très franchement, je vois qu'on essaie de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème dans le football. Il y a des textes qui sont là. Il s'agit simplement de regarder ces textes, d'appliquer ces textes en toute unité. Qu'on n'oublie pas que ce monde du football, c'est le même monde. On se retrouvera toujours. Même après cette assemblée, on va toujours se retrouver. Monsieur Diarra, tête de liste, est président du Djoliba. Monsieur Sidibé, tête d'une autre liste, est président du stade, etc. Est-ce qu'on peut faire le football sans ces clubs? Donc il faut vraiment qu'il y ait la sérénité, que l'on sache que c'est une compétition saine, et que le meilleur gagne. Page noire dans ce journal, le décès de l'honorable Aliou Aya, député élu dans la circonscription électorale de Koro, décès survenu ce mercredi à l'âge de 57 ans. L'enterrement aura lieu demain vendredi après la prière de 13h chez lui-même près des Halles de Bamako. En cette douloureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale par intérim, au nom de la représentation nationale, exprime à la famille éplorée ses condoléances les plus attristées. Nous avons également appris la mort de El Hadj Maman Miga, commandeur de l'Ordre national du Mali. Il est décédé hier à Bamako, ancien directeur du centre de formation professionnelle. Il a été professeur à l'ESICA et inspecteur de l'enseignement technique. Il était également diplômé en bâtiment. Il avait 59 ans. Que leur âme repose en paix. Le Mali a célébré dimanche dernier le 53e anniversaire de son action à l'indépendance. L'interview de la semaine s'intéresse aujourd'hui à la question pour jeter un regard sur le parcours du Mali indépendant. Hier, Konaté reçoit
Amadou Seydou Traoré, dit Amadou Djikoroni. Il est écrivain, militant anticolonialiste et responsable politique sous la Première République. L'interview de la semaine est à suivre après cette édition qui s'achève. Amara Malé Diallo vous retrouve demain à 10h13.